Donc on fait les présentations d'abord et puis les questions après. Alors plutôt présentation, oui, votre présentation des questions de la salle, Ouais. nouvelle présentation des questions de la salle. Merci beaucoup. Merci au comité scientifique de la FEB de me donner l'occasion de parler de mon travail. En l'occurrence, le résultat de ce travail, c'est un livre qui s'intitule Monnaie, raison d'État, qui est en 3 volumes. C'est un ouvrage d'histoire globale, dans lequel, je vais vous faire chasser, au niveau de la conclusion, c'est ce sur quoi je voudrais parler aujourd'hui. Il y a 2-3 ans, j'ai lancé l'idée que, eh bien, il fallait s'attendre à une fuite en avant des élites occidentales en matière de problèmes écologiques. Et donc, bon, comme évidemment ça a été très très long le processus de publication des 3 volumes, c'était quelque chose que j'avais écrit il y a donc plus de 2 ans maintenant, et je crois que ça s'est avéré plutôt exact. C'était donc avant la réélection de Donald Trump. Et donc c'est sur ce tout petit point-là, en fait, que je souhaiterais focaliser aujourd'hui dans cette présentation, concernant la problématique générale de l'ouvrage, disons que celle que le propos présent adresse au passé, à savoir de pourquoi les démocraties libérales échouent à faire face à l'urgence écologique. Nous sommes dans une situation de tragédie de bien commun, ça c'est certain, mais enfin quelque chose s'accélère. Nous entrons manifestement dans une ère des ruées, de panique sur les ressources. Partout on voit des files d'attente éruptives. Entendez par ruée une intensification des logiques compétitives. Alors, après tout, certes, le capitalisme moderne a toujours été un capitalisme de prédation. Cette expression a fleuri dernièrement. Elle figure aussi dans l'ouvrage, mais dans la conclusion, je visais à aller encore plus loin, et je crois qu'aujourd'hui, je voudrais discuter de quelque chose qu'on peut avancer. C'est une idée un peu pessimiste. Mais enfin, mon hypothèse, c'est que l'humanité a perdu la bataille écologique et que, plus encore qu'un capitalisme de prédation, nous dirigeons vers un capitalisme d'extermination. Alors, quoi, me direz-vous? Capitalisme d'extermination, vous y allez un peu fort, il est insensé, votre concept. Et puis d'abord, qui voudrait exterminer qui? Ben justement, telle est la bonne question. Et non, la bonne réponse ne tiendra pas dans l'identification de telle ou telle identité culturelle qui serait coupable. Si l'on garde la perspective du profit capitaliste, une analyse marxiste pourrait convenir que le capitaliste est en train de chercher à exterminer le citoyen. Bien, là, je voudrais en venir, c'est compatible avec ça, mais c'est pas tout à fait ça, c'est en fait un peu plus que ça. C'est que nous nous dirigeons allègrement vers un réchauffement climatique à plus 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, où tous les tipping points, tous les seuils critiques se déclenchent, le tout dans un contexte de limites planétaires dépassées dans de trop nombreuses dimensions. Cela est en train de rendre la planète invivable pour environ 40% de la population mondiale. Comprenez que ce n'est pas la planète qu'il s'agit de sauver. Sauver la planète, c'est un slogan qui relève de l'euphémie bourgeoise, car à strictement parler, la planète va très bien, merci pour elle. Non. Ce qui se profile, c'est lorsque l'on dit que la planète devient invivable pour environ 40% de la population mondiale, une extermination de masse de plus de 3 milliards de personnes à l'horizon 2040-2050. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Sans surprise, ça commence par des tout-sautements dans les chaînes d'approvisionnement. Ça provoque des excitations dans les anticipations qui renforcent encore plus l'avènement de phénomènes de ruée sur les ressources.
avec tout ça, eh bien, le chaos se développe en vrac, guerre civile, exode massif, camps, pandémie, intoxication de masse. L'eau de pluie n'est plus propre à la consommation. Démoralisation des masses, développement d'applications du type TikTok, effondrement de natalité, haine culturelle en tous sens. Bref, nos civilisations n'ont jamais eu à faire face à un tel choc cataclysmique. Et en fait, il semblerait que les élites mondialisées en soient conscientes, comme s'il s'agissait de se débarrasser de surnuméraires dans une logique malthusianiste. Celles-ci commencent d'ailleurs à orienter leurs investissements en ce sens, avec des séparatismes inégalitaires, des insularismes balnéaires dorés, des bunkérisations de centres stratégiques, des montées des fascismes et des murs aux frontières, développement des instruments de contrôle, intelligence artificielle, CCTV, monnaie numérique de banque centrale, autonomisation industrielle avec les robotisations, et là encore l'IA se retrouve convoquée dans cette affaire. Au passage, j'en profite pour j'ai signalé une chose, ce livre est 100% sans IA, car après tout, en 3 volumes comme ça, je me suis déjà entendu dire « Ah bon, mais il n'est pas croyable, ce livre, ah bon, ça peut exister, ça, oui, oui ». Ça m'a demandé des années de travail, et 100% sans IA, j'insiste. Et enfin, tout ce que fait là l'investisseur, ça relève de l'externalisation généralisée des risques, surtout concernant l'autonomisation industrielle par la robotisation et l'IA. La main-d'œuvre devient vraiment source de prise de risque pour le capital, que ce dernier cherche à éviter. Et vraiment, non, le consommateur de masse, lui, il n'y est pour rien. Car lui, n'accumule pas de richesse sur le dos de cette dévastation. Il n'est pas décideur volontaire dans cette affaire. Même si les gens aussi en sont conscients, confusément, mais en un sens clairement aussi. C'est juste qu'il y a un phénomène d'occultation. Alors, j'ai eu l'occasion de parler de cette occultation de l'urgence écologique récemment dans le colloque de Nancy en philosophie et économie, notamment sur le premier point qui compose cette occultation, la question des dénis et du rôle du marché, de la difficulté de parler sur ce que fait le marché. Les dénis, donc, c'est vraiment l'idée que les acteurs ne se soucient pas de vérité, mais de crédibilité, et qu'ils sont plutôt mus par des problèmes d'autorité. Ça amène naturellement, disons, le fait que les discours citoyens n'ont plus aucun poids face au pouvoir de défection de l'investisseur, qui valorise ou dévalorise les activités sur le marché, et notamment le pouvoir de défection de l'investisseur international. C'est toujours la fameuse question qui tue, si j'ose dire, à chaque fois qu'on a un discours écologique. C'est « Ah oui, mais au niveau international, au fait, tout gouvernement doit savoir lui plaire à l'investisseur international ou s'attendre à s'exposer à des sanctions de la part de la meute financière. » D'autant que l'investisseur et ses attentes spécifiques a pris une position de domination sur le processus d'intermédiation culturelle. Les audiences sont constituées par l'investisseur, pour satisfaire en tout cas ses objectifs, à savoir la maximisation du rendement de son capital investi. Deuxième point, aliénation. On entend beaucoup ah, mais enfin, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on ouvre nos cœurs, etc. Ah là 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 là. La bien-pensance des classes moyennes supérieures cultivées est vraiment à cet égard difficilement supportable. Les gens, il faut bien qu'ils mangent, ils font ce qu'on leur dit, les gens. Le travailleur n'a pas le pouvoir dans cette affaire. Il n'a pas ou plus la main sur cette histoire. Si les gens continuent de se presser, c'est qu'ils font ce qu'on leur dit de faire. Il leur faut bien travailler. Alors, tous ces « il faut », facile à dire. Aliénation, donc. Troisième point, addiction. Addicter, étymologiquement, littéralement,
en latin, donc dit par le maître. La plupart de nos biens de consommation, et évidemment, au premier titre, le pétrole, mais enfin, le café, le sucre, le thé, le tabac, tout ça issu des grandes compagnies maritimes mercantilistes coloniales du XVIIe siècle. Tous ces produits de masse sont des produits addictifs. Ils occupent une place essentielle. Aujourd'hui même, la consommation à cet égard a coulé à flot. Café, sucre, tabac, essence. Et au café du commerce, qu'y a-t-il d'autre que tous ces des boissons sucrées, du café, du thé, du tabac, les caractères addictifs des produits, ils facilitent le financement de leur production, comme si c'était des produits qui disposaient, par exemple, d'un besoin public en dernier ressort, d'une garantie de commande publique, comme si c'était des produits qui disposaient de marchés futurs. C'est le cas pour certains, notamment quand on pense au pétrole. Enfin bref, l'addiction, le caractère addictif des produits, et évidemment on peut penser à la manière dont sont designés tous les produits numériques qui sortent dernièrement, tout ce qu'on appelle les applis. Bref, tout ça permet, ce design addictogène des productions permet une baisse de l'incertitude des revenus pour l'investisseur et donc une augmentation de la quantité de capital investi. Fut un temps, on s'en est beaucoup réjoui, c'était gage de croissance, mais enfin... soulignons quand même que, d'ailleurs, tout ce qu'on vient de voir concernant ce phénomène d'occultation, déni, lobbying, aliénation, psychologisation des discours, développement addictogène des designs des produits, bref, tous ces effets culturels indésirables de la compétition de marché relèvent d'un processus d'externalisation des risques pour mieux garantir le rendement du capital de l'investisseur. Le temps n'est plus à l'espoir, au discours mobilisateur pour les citoyens. On pourra dire, oui, mais assez de catastrophisme, et on l'a beaucoup dit, catastrophisme ambiant, déprimant, désespéré, rebelote, ouvrez vos cœurs, il faut de l'espoir si vous voulez mobiliser les gens. Mais enfin, moi je crois que bien au contraire, si nous voulons éviter ce crash écologique, il est temps d'un catastrophisme éclairé, froidement lucide. Car le trumpisme, lui, c'est un mensonge qui dit la vérité. Ce régime capitaliste-là, il sécrète désormais un discours qui ne se fait même plus de complexe, qui ne se cache même plus de sa voracité de domination, d'obstruction à la transition écologique. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Vraiment, plus besoin du citoyen pour contrer les abus de l'investisseur. Décidément, l'ère des ruées a commencé. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est ce que le livre cherche à explorer en 10 chapitres, en remontant aux origines du néolithique. Il montre comment, historiquement, il y a eu une prise de domination de l'investisseur sur le citoyen et le consommateur. Alors, puisque... j'ai encore du temps, n'est-ce pas? J'ai encore 5-10 minutes. Je pourrais, ici maintenant, chercher à m'expliquer sur cette affaire des figures économiques du souverain, des portes d'accès aux moyens de paiement et des modes d'assujettissement monétaire. C'est en quelque sorte au cœur de l'ouvrage, car vous avez remarqué, j'utilise pas tellement le terme le capitaliste. J'utilise l'investisseur comme si c'était en fait une figure en soi. L'idée, si vous voulez, elle est très simple. C'est que il m'a fallu, pour faire un travail d'histoire économique sur plusieurs millénaires, construire des
des figures d'acteurs et des schémas de relations qui soient robustes à travers les différentes situations de régime, l'économie de guerre, etc. Et au vrai dire, le marché, l'offre et la demande, ça n'allait pas du tout. Et je me suis demandé, bon, d'où vient l'argent? Où qu'on soit, quoi qu'il se passe, dans le temps ou dans l'espace, l'argent viendra toujours de l'un de ces trois-là. Et alors, c'est à Jean Cartelier, au travail de Jean Cartelier, que je dois cette inspiration du concept de porte d'accès aux moyens de paiement. Et donc, l'argent, il vient de ses contreparties. Il vient de ses contreparties, donc ça peut être une contrepartie interne publique de la masse monétaire, ça vient du citoyen. Alors, entendez par citoyen tout individu qui partage avec le souverain le souci de la difficulté d'exercer le pouvoir. Hein, c'est l'individu de bonne volonté, ça peut être de l'ordre de la tribu qui a le pouvoir, ou même évidemment dans un système démocratique, libéral, le citoyen, il a son statut juridique et il partage la souveraineté du peuple avec tous ses concitoyens. Bref, la dette publique, donc, c'est la première origine de la monnaie, et donc l'argent peut nous venir, eh bien, tout simplement de l'État. Deuxième possibilité, l'argent nous vient d'un investisseur, où l'argent est créé par la promesse d'un investisseur auprès d'un système bancaire ou du souverain, et cette promesse consistera donc à avancer un rendement à son activité. Et puis, troisième origine possible de la monnaie, la contrepartie interne privée, mais à fin de consommation. Le consommateur, c'est le troisième personnage, après tout, de qui peut nous venir, en fait, l'argent. Et j'insisterai sur un point, c'est que, voyez-vous, il s'agit là des trois figures de la décision économique souveraine. C'est-à-dire, le citoyen est un acteur économique souverain, l'investisseur, la question de la souveraineté actionnariale, est un acteur économique souverain, et le consommateur, dans nos systèmes, il est supposé être roi, il est encore le troisième acteur, troisième figure souveraine de la décision économique. Et donc c'est de cela que l'argent vient, quelle que soit la situation historique dans laquelle on se trouve. Et c'est eux qui ont à exercer des jugements, c'est eux qui prennent la responsabilité individuelle d'allouer des fonds. Et c'est auprès d'eux qu'il faut, pour ceux qui cherchent à obtenir, à s'intégrer dans des réseaux monétaires, c'est auprès d'eux donc qu'il faut se présenter et, tant qu'à faire, conformément à leurs attentes, et leurs attentes qui sont respectivement spécifiques concernant leur rapport au risque. Alors, ce n'est pas l'objet ici de trop me développer là-dessus, je l'ai déjà fait dans un séminaire HESS en 2025. Mais enfin, disons grosso modo que le citoyen a un rapport au risque de très long terme, l'investisseur a un rapport au risque de moyen terme. C'est-à-dire le citoyen, il prend le risque, par exemple, que son renoncement, ça ne lui profite pas directement. Il fait des dépenses pour des idées à très très long terme. L'investisseur, lui, il fait ses dépenses et il prend des risques à moyen terme, et c'est le risque qu'il n'ait pas le retour sur sa dépense. Et enfin, le consommateur, lui, il prend le risque à plus court terme que le produit qu'il ait acheté ne le satisfasse pas, qu'il n'y ait pas la qualité attendue dessus, etc. Bref, toujours est-il que ces trois acteurs-là, donc, ils prennent des risques à leur charge. C'est leur affaire. Alors, je vais avancer un peu plus vite, parce que c'est peut-être pas l'objet ici de trop développer. Je sens déjà que j'en fais beaucoup. Donc, dans ce point de vue, hein, l'argent, ça commande, ça fait faire des choses. Par exemple, dans le cas du ruissellement romain, on voit que donc la monnaie frappée dans le temple de Junon à Rome est versée en salarium aux légions, qui, une fois dans les provinces,
effectue des dépenses à ceux qui auront accepté la Pax Romana, qui donc ne seront pas passés par le glaive. C'est là que se déclenche un pouvoir de mobiliser le travail vraiment à distance. Et les acteurs des provinciaux, enfin des provinces, l'accepteront d'autant plus ces unités monétaires que elles leur permettront de s'acquitter du recensement censitaire, qui va donc situer d'ailleurs leur place dans la hiérarchie de Rome. Bon, mais enfin, il y a aussi des transferts de risques qui sont effectués dans cette affaire. C'est qu'après tout, le citoyen, l'investisseur, le consommateur sont fournisseurs de liquidités. Alors, la liquidité, c'est la capacité d'une forme de détention d'actifs à être transformée en une autre forme, immédiatement, sans coût ni délai. Définition tout à fait keynésienne standard ici. Et donc, effectuer un paiement, c'est... On le voit bien, en fait, échanger de la liquidité contre un risque. Et de l'autre côté, donc, ceux qui se présentent pour recevoir de la monnaie aux portes d'accès aux moyens de paiement, ceux-là sont demandeurs donc, de monnaie, de liquidité, c'est-à-dire qu'ils sont demandeurs de stabilité. En quelque sorte, ils vendent du risque. Et pour ça, donc, ils doivent se conformer leur comportement, suivre des parcours existentiels pour être reconnus comme valables, comme crédibles, pour être accrédités par le citoyen, l'investisseur ou le consommateur. Et donc, 3 modes d'assujettissement monétaire, donc, la lignée, la terre, le nombre. La lignée, donc, ça concerne le domestique. Celui-ci touche une pension pour un rôle qui est joué. Ça concerne aussi le fonctionnaire. Hein, c'est la maison, avec vraiment au sens historique. La terre, alors ça c'est vraiment pour le modèle fondamental, c'est le fermage. Pour le marchand qui cultive un fonds, qui exploite, qui trace son sillon, etc., celui-ci garde un profit pour le risque qu'il a pris. Donc c'est très lié à la technologie du calendrier, et donc toute la question fiscale s'ensuit. Elle prend toute son importance justement à l'essor néolithique. Et puis le nombre, donc, ça c'est un mode d'assujettissement qui se développe vraiment au moment hellénique, au moment de la Grèce antique, au tournant de l'âge du fer après le premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est celui qui touche un salaire pour un résultat. Et évidemment, ce résultat va réclamer une mesure et toute une logique de développement de rationalité à cet égard. Donc les figures typiques pour les rémunérations de la lignée, donc le fonctionnaire, le serveur, le fils. Pour la terre, donc c'est le paysan, l'entrepreneur, le banquier. Et le nombre, sur cette modalité d'assujettissement, c'est le soldat, qui est vraiment la figure fondamentale, l'ouvrier, l'employé, le salarié. Bref. Si j'abrège, ce qui importe ici, et je vais conclure sur ce point, c'est que, conformément à mon propos initial, l'investisseur donc, a pris une domination, il impose ses visions, ses objectifs aux autres figures économiques du souverain. C'est à lui que la figure du citoyen en soi doit s'assujettir. C'est à lui que le consommateur doit s'assujettir aussi. Je n'ai pas trop développé ça ici, mais on sous-estime, je crois, le rôle du marketing et de la publicité dans nos sociétés, alors même que c'est quelque chose qui est extrêmement présent au quotidien, partout, tout le temps. Mais pourquoi, diable, une telle volonté de maîtriser justement le comportement, les pensées du consommateur par l'investisseur, si ce n'est justement qu'il est, après tout, une figure économique du souverain qui est considérablement sous-estimée dans nos systèmes libéraux. Et étant donné la situation des lobbies et le fait vraiment que les gouvernements sont coincés par la finance internationale, j'en suis venu à la conclusion que il me semble que la solution opérationnelle qui reste à notre disposition face à une perspective aussi catastrophique, c'est précisément le consommateur. C'est une réflexion de libérer la collectivité, la réflexion collective sur le consommateur, la possibilité, car il n'y a aucune difficulté constitutionnelle à cet égard. Les consommateurs peuvent se réunir en coopérative, en association politique, ils peuvent par là même se mettre à solvabiliser ou décrédibiliser telle ou telle production, là où le citoyen manifestement n'est plus entendu, son vote
par l'État ne mène plus à satisfaire ses objectifs. Voilà, je termine sur ce point. Donc là, on a maintenant la place pour 15 minutes de questions avant de passer à la seconde présentation. Donc je fais comme en plénière avec une double liste femme et bon, on est très peu, donc ça devrait bien se passer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des interventions, des remarques? C'est pas mal de ce qu'on se présente en disant simplement le nom et peut-être notre affiliation. Esther Giffers, à l'Université de Picardie, et Monaco, c'est l'UPCA. Je vous remercie pour cette présentation. Je me suis demandé si c'était possible de discuter les points, parce que c'est tellement sur temps long et large que c'est très difficile de résumer en quelques minutes quelque chose d'aussi ambitieux. Et peut-être que c'est mieux de centrer sur un point précis pour permettre de mener la discussion, parce que sinon c'est trop vaste. Le point précis sur lequel moi je voulais intervenir, c'était non pas les constats sur, par exemple, le déni, à un moment, par exemple, l'occultation de l'urgence écologique qui se manifestait par 3 points, le déni, l'aliénation et l'addiction, mais sur les raisons, un peu une analyse en termes peut-être de classe, ou d'appropriation ou d'accumulation du capital qui ont permis justement d'arriver là. Et dans ce cas-là, est-ce que on ne peut pas juste dans la discussion centrer sur une fenêtre de temps plus réduite que depuis de tout temps, mais un petit peu discuter ce qui fait, par exemple, est-ce qu'il y a eu des changements qui font que, par exemple, sur la question écologique, il y a eu cette appropriation ou cet assujettissement. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Pourquoi? Comment? Mais vraiment sur une période, une fenêtre plus réduite, afin de permettre de creuser davantage, parce que sinon c'est tellement vaste qu'on ne sait plus par quel bout prendre la question. Voilà. C'était ça ma question. Est-ce que on peut parler en termes du 20e, peut-être fin du 20e et 21e siècle, ce tournant-là, est-ce que par exemple il y a eu une transformation entre le capitalisme industriel et disons la financiarisation? Est-ce qu'il y a eu une accélération par exemple des phénomènes qui fait que la situation est plus critique aujourd'hui ou différente du passé, et se concentrer peut-être sur cette petite fenêtre-là, parce que c'est peut-être celle qu'on connaît le mieux, et puis travailler un peu en étapes. Quels sont les moments clés où il y a eu des transformations et quelles en sont les causes, les forces derrière. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez prendre plusieurs questions d'affilée et y répondre ensemble, ou est-ce que vous préférez répondre à chaque question? Comme vous voulez. Non, c'est vous qui décidez. Ah ben non, là, je vais poser une question parce que ça prolonge. D'accord. Ouais. Moi, je suis Dominique Pillon, je suis universitaire à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Voilà. Alors, je t'ai frappé dans votre analyse, enfin, ce que j'ai compris de votre analyse. Hein. Évidemment, c'est vrai que c'est très difficile de résumer ce qui fait 3 tomes d'un livre, d'un ouvrage, donc mais c'est une sorte de linéarité et c'est une sorte de déterminisme quoi, qui paraît s'imposer. Or, quand on regarde l'histoire, puisque vous voulez avoir une démarche longue dans l'histoire, puisque vous démarrez l'Antiquité, vous allez jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas à insister peut-être aussi, plus que vous semblez le faire, si je vous ai bien compris encore une fois, hein, sur les ruptures? Sur les ruptures, c'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité
Et sans remonter très loin jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à maintenant, par exemple, il y a eu des ruptures, des changements complets qui se sont produits, bon, des révolutions, pour employer le terme, hein, et des révolutions qui, par exemple, sont provenues du fait que le système était, soit on peut dire qu'il était en crise, c'est-à-dire il va y avoir un blocage, ou soyons plus précis, qu'il y a eu une certaine catégorie d'acteurs qui a refusé la poursuite de la logique du système en place. Et ces révoltes, ces révolutions, à mon avis, sont absolument déterminantes par rapport sont, à mon avis, des formes de pensée et d'analyse qui pourraient nous être très utiles par rapport à la période que nous vivons. Vous avez dit avec justesse, je crois que hélas, c'est incontestable, c'est donc, je disais encore ce matin dans la presse qu'en 2030, on aura 1,5 degrés, c'est assuré maintenant, ça c'est le GIEC, hein, de réchauffement climatique, et qu'à la fin du siècle, vous parliez de plus 4 degrés, et que ça va toucher une grande partie de la population mondiale, etc. etc. Est-ce qu'on peut avoir ce type de constat qui, hélas, semble vouloir s'imposer, et considérer qu'on reste dans une prolongation de la logique du passé, sans qu'il y ait des ruptures? Moi je pense qu'une autre hypothèse, vous ne me semblez pas, si je vous ai bien compris, abordée, c'est qu'il y aura des ruptures, il y aura des changements de régime, probablement à cause de ça, qui seront soit impulsés par les acteurs, par exemple les mouvements sociaux, au sens, par exemple, ou bien d'autres catégories d'acteurs, hein, peut-être les capitalistes, hein, ou les investisseurs, qui à un moment donné vont dire, bah, nous, ça suffit, on laisse crever 40% de la population et on va sur Mars, on va ailleurs, on organise une autre forme de vie. Bon, moi je crois qu'il faut réfléchir aux ruptures. L'histoire nous enseigne qu'il y a, c'est pas linéaire, quoi. Et donc ça peut donner une dose de pessimisme, mais ça peut aussi donner quelque part une vision moins catastrophiste que celle que vous semblez avoir, hein, parce que vous parlez du catastrophisme éclairé. Bon, moi je serais dans cette vision-là. Je pense il est inéluctable qu'il y aura des ruptures, on va atteindre il y a des non-linéarités, on va atteindre des points de rupture qui vont faire qu'il y aura des changements, alors qu'on aura du mal à prévoir. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, hein, sur l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, mais cette incertitude qui peut englober des changements absolument considérables qui aujourd'hui ne semblent pas être envisagés dans votre travail. Mais peut-être que encore une fois, n'ayant pas lu vos 3 volumes, hein, et puis comme vous avez eu très peu de temps pour faire votre exposé, peut-être qu'ils sont présents. Mais je pense qu'on ne peut pas continuer cette logique-là. Voilà. Oui, il faut laisser le temps pour... Voilà. Excusez-moi, si j'étais un peu long, excusez-moi. Non, mais c'est bien, les deux questions en plus ça s'articule pas mal. Vous avez 3 minutes si vous voulez répondre avec, ou alors on verra après pour une autre salle de questions. D'accord, merci beaucoup pour ces questions. Une fenêtre plus réduite sur le problème écologique, et je vais essayer aussi du coup de... Pourquoi pas plutôt insister sur les ruptures? En effet, je dirais, pourquoi être remonté si loin? Le néolithique, grosso modo, la sortie du Drias récent, c'est-à-dire moins 11 000 avant Jésus-Christ, c'est vrai que ça fait très loin. Pourquoi? Alors évidemment, il y a peut-être quelque chose qui est prométhéen, mais en fait, je dirais qu'il y a 2 ruptures essentielles, me semble-t-il. La première, je l'appellerais celle de la rupture Rodin. C'est à la fin du 19e siècle, le sculpteur Rodin a quand même une vision aussi assez pessimiste du temps à venir. Et il forge sa porte des enfers, une porte de bronze sur un seuil de fer. Ça nous renvoie en l'an moins 1100 à l'effondrement de l'âge du bronze, au passage de l'âge du fer. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qui s'est passé dans le bassin mésopotamien, à Sumer, etc., il y a une petite dizaine d'années. J'ai été bouleversé de me rendre compte que le Temple Rouge de Uruk est un établissement bancaire.
et qu'on trouve chez les archéologues vraiment strictement que, ah oui, c'est un établissement bancaire, on devrait pouvoir le considérer comme l'un des premiers. C'est là que je me suis dit, ok, ça serait probablement intéressant de remonter jusque-là, d'autant que c'est un pouvoir qui est très patriarcal, etc., qui s'impose là. Et alors, bon, j'étais très influencé par le travail de David Graeber, évidemment, hein, très, très, très marqué, et j'ai très vite senti, je l'ai très peu lu à sa sortie, j'ai très vite senti qu'il passait à côté de quelque chose. Moi, j'ai travaillé sur Michel Foucault à l'époque, et je pensais qu'il pouvait faire quelque chose. Alors, j'ai fait exprès de ne pas trop le lire, Graeber, pour précisément reprendre ce travail et faire quelque chose à cet égard. Et donc, première rupture, donc, là, je dû faire, vraiment, il faut remonter jusque-là, où, en quelque sorte, quelque chose déraille. Mais enfin, je ne veux pas non plus parler de prairies vertes. Mais enfin, deuxième rupture, il me semble très sous-estimé par les historiens de l'économie. Le tout début du XVIIe siècle, en quelque sorte, je vais même donner une date très précise, 1601, la fondation de la East India Company. Pour moi, c'est vraiment le début du capitalisme de prédation. On devrait en parler beaucoup plus. Je ne comprends pas qu'on ne parle pas beaucoup plus. C'est un événement majeur de l'histoire économique occidentale. Rien qu'à voir le drapeau de la East India Company, ça devrait nous mettre une puce à l'oreille. C'est un événement majeur de l'histoire économique occidentale, la fondation. Et alors, la rivalité qui va l'opposer avec la Compagnie des Indes néerlandaise va durer une quarantaine d'années, mais dans les années 1640, elle est hégémonique. C'est de très loin l'entité économique la plus puissante au monde, et son hégémonie va durer pendant des siècles. Alors, je le développe pendant... Et c'est une hégémonie qui se développe, parce qu'on parle... On dit, les Britanniques, ou on parle même de l'Empire britannique. Ces termes me semblent très faux. C'est la East India Company. C'est une compagnie privée. L'Inde appartient, jusqu'au moment du Raj, de la formation de l'Empire, appartient à titre privé à la East India Company. C'est pas la couronne qui l'administre jusqu'au le bon milieu du XIXe siècle. C'est la East India Company à titre privé. La quantité de population qui a été administrée par la East India Company et ses quelques centaines d'actionnaires, ça se comptait en dizaines, de millions de personnes. Et là, on est à l'origine des... Là aussi, il m'a semblé que c'était un événement majeur de l'histoire, qu'on comprend bien mieux ce qui se passe pour la dynastie des Bourbons, notamment sous le règne de Louis XIV, à l'aune de la Compagnie des Indes britannique, de son activité. C'est vraiment là que se développe... nous, économistes, on couvre tout ça par le terme mercantilisme. Il me semble qu'on passe à côté de quelque chose parce que c'est vraiment le début de l'addiction en Occident, pour le tabac, pour le chocolat, pour le café, pour le thé. Et de cette manière d'investir. Et l'industrie britannique, je ne sais pas, la East India Company représente à elle seule plus de la moitié de l'emploi au XVIIIe siècle. Ça figure très mal dans les statistiques de l'essor industriel de l'Angleterre au tout début du XVIIIe siècle et de la volonté de machiniser et donc l'essor du capitalisme moderne. Donc voilà, deuxième point de rupture essentiel, je dirais 1601. Donc voilà, donc les révolutions, oui, d'accord, celle-là en l'occurrence. Si vous voulez... ça ne remet pas en compte votre vision linéaire. D'accord, j'allais venir à la linéarité. Si vous voulez, j'ai pas cherché tant que ça à construire une linéarité, car en effet, j'ai vraiment voulu faire un ouvrage d'histoire. Et j'avais pas d'hypothèse a priori. J'avais qu'un seul problème, c'était de trouver et d'utiliser un schéma assez universel pour pouvoir s'appliquer universellement. C'est mon travers de scientifique. Et à cet égard, c'est là que l'utilisation des portes d'accès aux moyens de paiement de cartelier m'a été très utile. Et c'est bien plus tard, en fait, que j'en suis venu à cette sorte d'évidence que l'investisseur
prend la domination progressivement sur le citoyen, sur le consommateur, et que, à la limite, la rupture à venir qui pourrait être porteuse d'espoir, il me semble que ce n'est pas du côté du citoyen qu'il faut l'attendre, et que, en ce qui concerne les savants, il faudrait peut-être un peu moins s'adresser aux citoyens et plus s'adresser aux consommateurs. Et c'est peut-être cette rupture à venir, porteuse d'espoir, elle peut venir d'un consommateur collectif. Le catastrophisme éclairé, évidemment, je me réfère ici à Jean-Pierre Dupuis. Et cette idée qu'il nous a apportée concernant le problème nucléaire, que, heureusement, nous en avons peur. C'est ça qui nous sauve. Et je crois que nous devrions avoir beaucoup plus peur, enfin je suppose que vous avez compris par ma référence, du problème écologique, et oser dire les choses, parler d'extermination, de masse à venir, plutôt que de sauver la planète, et de laisser ces discours de Père Noël. Voilà, pour clarifier ma démarche à cet égard concernant ces concepts un peu angoissants, mais moi je pense qu'il faut y aller. Il faut se faire peur là-dessus. C'est super, vous avez tenu le temps, merci beaucoup. Merci. Et on va pouvoir passer donc un peu pessimiste de la région optimiste de la volonté peut-être. En tout cas, on va pouvoir passer à la seconde intervention. Et si on avait d'autres questions, on pourra de toute façon continuer. Moi, j'en ai une pour des tâches.